Ça vous dit une petite interview du plus grand analyste français en macroéconomie? Eh bien, ça va être le sujet du jour avec un homme absolument extraordinaire, reconnu par tous les médias comme étant le meilleur. Il s'appelle Alexandre Baradez, et vous allez voir qu'on a quelques points communs, lui et moi, dans la vie privée. Mais on va parler surtout de bourse, beaucoup de bourse, et on va faire de la macroéconomie, on va faire aussi un laïus sur pas mal d'actions dans un secteur que vous allez certainement apprécier, le luxe, et puis il vous donnera aussi un actif très intéressant à suivre qui peut vous permettre d'investir beaucoup plus facilement. Je vous le dis tout de suite, Alexandre, c'est une mine d'or, c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui connaît extrêmement bien les marchés financiers. Voilà, ce sera tout le sujet de cette vidéo, cossu, grandiose, absolument extraordinaire. Pour moi en tout cas. Et elle fait partie d'une série qui s'appelle Au micro de Ricardo pour une association pour les handicapés, pour les enfants handicapés, pour les papas qui ont des enfants handicapés et qui met très cher. Elle s'appelle Solidad. Et voilà, vous avez tout en description qui vous permettra d'aller faire un petit don pour cette association. Et Alexandre se fera un plaisir évidemment de s'associer à moi dans cette quête. Allez, je ne vous fais plus tarder. Tout de suite, l'intégrale. Ah ça y est, j'ai enfin Alexandre sur ma chaîne. Merci Alexandre d'être venu. Et je vais commencer par juste une question que j'ai posée à tout le monde, c'est qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour Richard, déjà merci et bonjour à tous, merci pour l'invitation à cet enregistrement, à ce podcast. Qui je suis? Je suis Alexandre Baradez, je travaille pour le groupe IG donc depuis maintenant 13 ans, je suis responsable des analyses de marché pour le courtier IG. Donc pour bien situer IG, c'est un courtier de dimension mondiale, le siège est à Londres, coté à la bourse de Londres, au FTSE 250, qui réalise à peu près 1 milliard par an de chiffre d'affaires. Donc c'est une très grosse structure qui est présente dans la plupart des pays, spécialisée pendant des années sur les produits dérivés et puis désormais depuis quelques temps sur les actions ETF également. Et donc je m'occupe de toute la partie analyse, donc analyse macro-marché, toujours de la macro pour bien situer le contexte. Et puis ensuite on déroule par rapport à ça des scénarios sur différents types d'actifs, actions, devises, matières premières ou crypto. Et donc mon emploi du temps c'est quoi? C'est de faire des notes de marché, de faire des live marché, il y a de la partie média également, il y a des conférences clients. T'es une star, t'es une star. En tout cas, j'aime ce que je fais et c'est vrai qu'il y a plusieurs canaux de communication possibles. Donc moi, t'es une star depuis un sacré bout de temps pour moi, quoi. On se connaît depuis quelques années maintenant. On se connaît par ailleurs parce qu'on a une passion commune, mais oui. t'es une vraie star. Tu peux en parler du vélo. C'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup fait de vélo quand j'étais plus jeune. Ouais. Même tu connais l'histoire. Moi, je voulais passer pro quand j'avais 15-16 ans. J'avais pas le niveau, tout simplement. J'adorais ça. Je roulais comme un fou. Je m'entraînais comme un dingue, mais ah oui, quand on n'a pas le talent, on n'a pas le talent. Et c'est pas le plus loin. Ouais, je suis comme toi. Moi, j'ai eu une période où j'ai fréquenté les gars. Je me revois encore dans une échappée, dans une course de vélo. Et a posteriori, tous ces gars-là ont fait le Tour de France. Ah ouais. On est 4 ou 5 dans l'échappée et les 4-5 gars ont fait au moins une fois le tour. Il y en a un qui l'a fait 8 fois, je crois. Et tu te dis, j'étais pas loin, mais non, j'avais pas le niveau. Ouais. Après, c'est vrai que la passion qui reste, c'est bien aussi. C'est vrai que moi, je roule toujours pour le plaisir, le week-end, VTT, sur route aussi. Donc voilà, c'est une belle passion, quoi. Ça reste un sport. Peu importe l'âge, j'ai envie de te dire. Je suis encore passionné maintenant, autant que je l'étais il y a 20 ou 30 ans. Donc c'est un sport qui est plutôt sympa quand même. Et ça fait que ça nous a un peu plus rapprochés que la moyenne. En plus, t'aimes les marchés, je parle des marchés, donc c'est vrai que ça fait des points communs tout ça. Ah ouais, puis la macro, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tiens, on va commencer, si tu veux bien, fais-nous la macro, pour l'hebdo, puisque on est en train de faire le 100e, et j'ai pour idée, et si tu veux bien, que ce soit toi qui le fasses. Vas-y, parle-nous de la macro actuelle et qu'est-ce que tu as à nous dire en 5 On va essayer de le faire de manière un peu simple, un peu résumée. Si tu regardes la croissance mondiale, cette année devrait plutôt bien se maintenir. Et tu vois, là-dedans, tu as les gros blocs. Tu as le bloc, on va commencer par le bloc, par exemple, Asie et Chine spécifiquement. Toujours 5% de croissance anticipée, donc ça, chaque année, ça bouge pas. Mais c'est vrai que cette année, les années précédentes, plutôt, le challenge, ça a été de stabiliser la situation sur la partie immobilière, notamment, cette grosse crise immobilière qui est apparue en 2021. Et puis, pas mal de mesures de soutien sont apparues en 2023, 2024, 2025 également. Donc, ça a stabilisé un peu la situation. Et maintenant, ce qui manque à la Chine pour être plus stable, et aussi peut-être pour résorber un peu les tensions qu'il y a avec des grosses tensions qu'il y a avec les États-Unis et l'Europe, c'est si elle stimulait un peu sa demande intérieure, parce que si les consommateurs chinois consomment un peu plus, du coup la Chine exporte moins de surcapacité et donc un peu moins d'agressivité dans la conquête des parts de marché à l'export. Et cette année, je pense que le thème de la Chine va être en partie le thème de la consommation, de la demande intérieure. Et ça nous amènera au sujet, on parlera dans quelques instants probablement, le sujet du luxe, qui peut nous intéresser du coup en tant qu'Européens. Après,
après, si tu regardes les autres grosses zones, la zone euro, il y a le plus de visibilité. Alors, on a la qualité de nos défauts, comme il n'y a jamais de trucs extraordinaires en zone euro, ou très rarement, on sait qu'on aura une croissance cette année. Allez, les estimations, ça va de 1 à 1,4. Donc, c'est pas délirant, mais c'est quand même pas mal pour la zone euro. C'est intéressant que tu dises ça, parce que souvent, sur ma chaîne, je dis, il se passe rien. Ouais, mais le fait qu'il se passe rien quand tout est agité autour de toi, eh bien, c'est ce qu'on a vu l'année dernière à plusieurs reprises, encore un peu cette année. Les investisseurs, quand il y a le bruit américain qui est beaucoup trop fort et parfois un peu agressif, eh bien, les investisseurs aiment bien les actions européennes. Ils aiment bien aussi l'euro, on l'a vu, qui a dépassé l'euro. Et moi, je travaille les marchés européens, je fais un petit peu de Scandinavie, etc. Je peux te certifier qu'un Américain qui a investi en Suède, il a fait un carton. Et ouais. Donc la question de l'euro, alors après, je pense qu'on va en reparler d'ailleurs dans les semaines qui viennent, parce que la Banque Centrale Européenne, elle commence déjà à tiquer un petit peu. 1,20, il faut bien penser que c'est bien, effectivement, quand tu importes en zone euro, parce que tu paies tes marchandises moins cher, notamment quand tu les importes en dollars, l'énergie notamment, ce genre de choses. Donc c'est très bien pour faire baisser les pressions sur les prix en zone euro et pour le pouvoir d'achat. Mais de l'autre côté, c'est que les boîtes qui exportent aux États-Unis, en Asie ou autre, quand tu as un euro qui est un peu trop fort, ça peut devenir un problème. Donc la zone euro, cette année, sa question va être celle-ci. Jusqu'où peut aller l'euro? Il faut que ça n'aille pas trop au-delà de 1,20. Est-ce qu'on aura des baisses de taux de la BCE? Moi, je pense qu'il y aura encore une possibilité d'avoir un petit peu de baisse, peut-être une, voire deux. Est-ce que le quantitative easing va revenir? Alors ça, je vois pas de raison. Alors d'une manière ou d'une autre, entre guillemets. Mais ça, je dirais, encore une fois, on peut toujours botter en touche en disant il reviendra s'il y a un choc. Mais donc, faut pas le souhaiter. Mais oui, si tu as un choc, ça reviendra. Mais je crois pas que s'il n'y a pas de choc spécifique, de Black Swan, un truc vraiment abominable, il y a pas de raison. Oui, c'est l'arme absolue en cas de catastrophe. Ouais. Alors pour expliquer aux gens rapidement, le quantitative easing, c'est de réinjecter, c'est de racheter de la dette des États et de permettre aux États de s'endetter sur des moments de stress de marché, style de Covid, des choses comme ça. On a des petits nouveaux sur la chaîne. Elle a un peu de quoi faire sur le bilan. On voit qu'elle a déjà stabilisé un peu son bilan. Elle avait beaucoup fait conflit le bilan post-Covid. Le bilan avait beaucoup baissé, un peu de 50% de réduction du bilan. Et là, on est un peu sur un plateau depuis quelques mois. Donc, je pense qu'elle a les cartes actuellement pour laisser ce plateau en place. Peut-être les baisses de taux. Une baisse de taux. On rappelle que l'inflation actuellement, c'est 1,7 en zone euro. Donc, ça, on verra si encore 1 ou 2 mois, c'est encore comme ça. Je pense qu'on aura droit à une autre baisse. Et puis, côté États-Unis, on va finir par les Américains. Alors là. Comme toujours, c'est ce qu'on regarde le plus en ce moment parce que ça fait du bruit dans tous les sens. Le Groenland, le Venezuela, l'Iran et puis l'économie domestique. Il y a tellement de sujets aux États-Unis en ce moment. Alors là, effectivement, la croissance américaine a été résiliente. Jusqu'à présent, il n'y a pas de débat. Je me peux permettre, Alexandre, j'aimerais que tu me donnes un avis sur l'inflation. Moi, je suis assez épaté qu'il n'y ait pas eu d'accélération inflationniste, puisqu'on nous a vendu l'accélération inflationniste avec les taxes douanières, mais par-dessus le marché, une baisse du dollar qui devait aussi faire ça. Et rien. Enfin, de 5 de 7, basta. La crainte, effectivement, que l'inflation puisse repartir plus fortement, elle n'est plus là. Et même au sein de la Fed, ils n'ont plus. Ils disent bien, on ne pense pas que le risque soit haussier pour l'inflation. Mais il y a quand même Powell l'a bien distingué, ça, dans la dernière conférence de presse. Il dit, tout le surplus d'inflation qu'on a actuellement, date de 2%, il dit, c'est très clair, c'est l'inflation qui vient des taxes. En gros, il dit, sans les taxes douanières, nous serions actuellement aux alentours de 2,1, 2,2 d'inflation. Et sous-entendu, nous aurions déjà baissé les taux. Donc évidemment, c'est une grosse pique à l'attention de qui on sait. Mais d'un point de vue en macro, c'est vrai qu'il y a un petit effet. En fait, le problème des taxes douanières, c'est qu'elles ont prolongé en fait l'inflation collante. C'est-à-dire que on est toujours à 2,7, 2,8 d'inflation aux États-Unis selon les mesures, parfois un peu 2,6, mais c'est pas 2, voilà. Et sur les parties sous-jacentes, PCE ou autres, quand tu regardes avant Covid, l'inflation corps PCE, qui est la mesure principale pour la Fed, avant Covid, on était même très souvent autour de 2%. Donc tu vas être à 2,8 aujourd'hui. D'accord, pour toi, les 0,8 d'écart, c'est ces événements-là qui vont se tasser, du coup, simplement. Alors, normalement, oui, parce que qui est décrit par beaucoup, c'est que c'est un one-off, en fait, les taxes douanières, ça s'est mis en place une fois, donc les marchandises ont le prix qui monte d'un coup. Les salaires n'entretiennent pas cette boucle-là, ils se maintiennent bien, les salaires à 3,6, 3,7 de progression annuelle, donc c'est une bonne progression, mais effectivement, la question, effectivement, est-ce qu'on n'est pas dans une économie, avec un peu les questions de relocalisation, de production, ce genre de choses. On voit que les États-Unis veulent être vraiment souverains sur tous les aspects. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'inflation qui arrive par là? Tu vois, forcément, quand tu veux relocaliser, tu as des coûts de production qui ne sont pas les mêmes. Et forcément, ça peut maintenir une inflation, finalement, un peu au-delà de 2% aussi. Donc, toi, c'est pas que le sujet droit de douane, je pense que c'est aussi un peu le sujet relocalisation.
et puis un dollar un peu faible aussi, hein, disons-le, hein, le dollar un peu faible, est-ce que tu achètes en marchandises, ça rentre avec des prix un peu plus élevés que quand le dollar était 15% plus bas. Donc, Alors moi j'ai un que... autre truc que j'avais souligné souvent sur ma chaîne qui impacte finalement cette inflation américaine. À mon avis, c'est comme les Américains consomment énormément de produits chinois entre nous et la déflation chinoise pour moi était un élément central et qui pour moi est aussi un élément destructeur de certaines industries. On va pas les citer, mais je trouve que l'automobile européenne c'est une catastrophe et cette désinflation pour moi était même déflation, limite déflation. Oui, il y a des prix négatifs. Pour moi, était un élément très très central sur beaucoup de sujets macroéconomiques et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas explosé effectivement aux États-Unis et puis qu'en Europe on est bas quoi. Oui, c'est vrai que c'est deux thèmes très différents, tu as raison, parce que l'Europe n'est pas tout la même situation. La BCE, elle a pu baisser le nombre de fois qu'elle voulait. On était à 4 sur le taux de dépôt, je crois de mémoire, hein, au pic, on est à 2, donc les taux étaient divisés par 2, ce qui n'est pas le cas de la Fed, évidemment. Donc c'est vrai que la zone euro, finalement, on est confortable. Alors certains diront, ouais, mais on aimerait avoir plus de croissance, et finalement, pourquoi pas plus d'inflation, ce qui est vrai aussi. Mais disons qu'on n'a pas tous les mêmes casse-têtes monétaires actuellement en zone euro qu'aux États-Unis, parce que là, effectivement, on voit bien où est le problème, c'est que toute la partie, on va dire, aisée de la population américaine, les 20% les plus riches, pour eux, il n'y a pas de problème. Une inflation même à 3, même je vais presque à 4, quand tu as des revenus de plusieurs centaines de milliers de dollars ou même millions, que tu as du patrimoine, des actions qui suivent, notamment les actions qui ont boosté pendant pas mal de temps, tu ressens pas cette inflation. Mais quand tu as effectivement uniquement ton salaire de quelques dizaines de milliers de dollars, pas d'IMO, pas d'actions, rien du tout, et que tu as une inflation toujours à 3, et c'est ça qui fait que Trump veut baisser les taux. C'est pour, je veux dire, un peu séduire aussi cet électorat, parce que les mid-term approchent, et il sait très bien que les 20 ou 30% les plus riches ne suffiront pas à passer les mid-term comme il le veut. Donc il veut ces baisses de taux aussi beaucoup pour les consommateurs américains, pour que l'immobilier se relance un petit peu. Mais la Fed, elle a un mandat. Hein. C'est pas Powell qui écrit son propre mandat. Hein. On lui a dit, voilà, moi, Powell, je veux ça. Parce que les gens parfois comprennent pas, ce que les gens souvent comprennent pas dans ces choses-là, c'est qu'il y a beaucoup de paraître dans ce qu'ils font, de posture. Et où nous, on lit ça avec un œil un peu plus aguerri, parce qu'on en a vu des vertes et des pas mûres déjà. Et à vrai dire, c'est vrai que parfois, il y a vraiment du bruit pour le bruit, quoi. C'est vraiment, c'est terrible. Oui. Pour les gens nouveaux, c'est vraiment quelque chose de particulièrement difficile. D'où l'importance des données économiques. C'est là qu'effectivement, et c'est pour ça que quand je fais de la macro que j'en fais, c'est aussi pour montrer les données ce qu'elles sont réellement. Effectivement, tu as d'un côté les intérêts politiques, et évidemment, tu as des façons de tourner les choses, et puis les données, c'est les données. Hein. L'inflation, elle est là, la consommation, elle est là. Donc, mais c'est vrai que pour terminer sur le sujet macro, la croissance américaine, elle a été clairement résiliente, hein, même jusqu'au dernier trimestre. On est sur des rythmes annualisés, je dis bien, au dernier trimestre proche de 4%. Sur l'ensemble de l'année, ce sera un peu au-delà de 2% probablement. Pour cette année, aussi, les prévisions, c'est de l'ordre de 2%, peut-être un petit peu au-dessus. Donc, c'est bien, mais là aussi, tu dis la question un peu du bruit. Effectivement, quand Trump dit on va avoir un super cycle de croissance ou autre, les prévisions pour l'instant, pour cette année, c'est du 2%. Voilà, aux États-Unis, un peu au-delà peut-être. Donc, c'est bien, mais c'est pas non plus stratosphérique. Voilà. Ouais. Et avec l'emploi, on rappelle qu'il a ralenti. Ça, je pense, pour beaucoup d'Américains. Il y a une petite crainte là-dessus. Juste pour terminer sur la macro, est-ce que tu as une peur que tu aperçois un élément dangereux qui pourrait apparaître Moi, j'en vois pas, hein, mais si tu en vois, tu me dis. C'est ça le truc, c'est que justement, les années précédentes, on voyait, beaucoup d'économistes le voyaient aussi, tu avais des divergences entre les statistiques, confiance des consommateurs, etc., qui étaient vraiment pas terribles, et à chaque fois, on dit, effectivement, c'est une preuve que la consommation va se tasser, que c'est jamais arrivé. Et donc finalement, c'est le moment où on n'a plus de crainte que le truc donc, va arriver. Donc ce qu'il faut craindre, c'est qu'il n'y ait aucune crainte. C'est peut-être ça. Mais effectivement, Red, et les analystes et aussi même des économistes qui pensaient clairement, en 2022, par exemple, 2023, après l'invasion de l'Ukraine, certains pensaient voilà, que ça allait être le choc lié à l'énergie, allait créer une forme de récession, que les droits de douane aussi allait créer une forme de tassement de la consommation. Jusqu'à présent, ce qui est assez bluffant même, hein, c'est bluffant, c'est que les consommateurs américains on continue à consommer. Alors, il y a toujours un trompe-l'œil. Hein. On sait que 50% de la conso, c'est les 20% les plus riches. Donc, voilà, il y a le bas de l'échelle, je pense, souffre un peu plus. Hein. C'est ça qu'il faut surveiller. Mais ce qui est très clair, c'est que cette année, l'économie américaine a bien traversé toutes ces épreuves-là. Et voilà, le gros enjeu pour cette année, je pense, va rester vraiment la consommation. C'est là qu'il faut regarder en priorité. Le CAPEX, on voit que les boîtes vont continuer à investir. Voilà, les questions de balance commerciale sont un peu réglées, ou en tout cas un peu moins extrêmes qu'à une époque. Je pense que c'est sur la consommation, cette année, qu'il faut garder un œil comme élément principal. Trop fort. Ça va être une partie de la vidéo qui va être adorée par les gens. Merci Alex. On enchaîne, parce que je sais que ton temps est précieux. Avec plaisir. Je t'ai demandé un exercice, je l'ai demandé à tout le monde. Une action, un actif, et puis après une anecdote, si tu as des petites anecdotes à nous dire. Et je crois que tu as choisi un sujet sur lequel ça va être intéressant. J'ai mon avis. Là.
J'ai cru comprendre que tu en avais beaucoup parlé. Alors, on va parler de LVMH. LVMH, pourquoi? Déjà, rappelons un petit peu de tout passé. LVMH était monté à des 900 euros à une époque. Et J'étais ultra négatif. Hein. Et je me souviens exactement qu'à l'époque, toi, tu étais négatif, mais si tu osais émettre des doutes sur LVMH à cette époque-là, bah, tu te faisais allumer. Tu étais banni du milieu et tu n'avais plus le droit de parler parce que qui aurait osé vendre à l'époque LVMH? Or, les signaux macro en Chine notamment, c'est ça qui avait, je pense, t'as vu la puce à l'oreille et moi aussi. D'où le lien avec la macroéconomie. Ben, bien sûr, ouais. Les données en Chine, déjà depuis plusieurs mois, étaient bien moins bonnes. Le choc immobilier était passé par là et tu avais des prévisions d'analystes sur les croissances bénéficiaires de LVMH qui étaient absurdes en fait, sur la zone Asie. Donc, derrière, la réalité du marché a fait son travail. Du coup, le cours a été divisé par 2 quasiment en quelques trimestres. Et maintenant, je trouve, alors donc on rappelle, les gens verront le cours, la courbe ça a beaucoup baissé. Tu veux que je partage l'écran si tu veux? Voilà, non, je ne pourrai pas le faire après, mais tu as un gros rebond qui s'est opéré. Et puis à nouveau, depuis quelques jours, on voit que ça replombe un petit peu. Alors je suis assez content parce qu'en décembre, je fais le CAC 40 en intégrale et j'étais catégorique. Ça ne ressemble à rien. Je donne un avis sur chaque action et j'étais pas neutre négatif, j'étais négatif. On a perdu 30%. Ouais. Alors après, la question maintenant qu'on peut se poser, une fois que parce que je pense que le gros du stress a quand même été vécu sur LVMH. Je pense que le gros de la purge est quand même derrière nous. Et je dirais que l'idée de travailler à LVMH peut se faire de la manière suivante, c'est que le bottom touché, donc, j'ai plus en tête 440 à peu près. Voilà, je pense que ça reste un bottom. C'est-à-dire que au pire, on peut, ce que je vois comme scénario, c'est que tu as eu un bottom, gros rebond, ça rechute, et je pense que cette zone entre le bottom et le niveau du rebond peut servir de zone, en gros, j'aime bien ce mot-là, mais un peu de consolidation quelque temps. Et après, quand la Chine fait un peu de stimulation, quand l'Europe accélère au niveau de sa croissance à un moment donné, et si les États-Unis tiennent toujours bien, il n'y a pas de raison effectivement que LVMH à un moment donné ne reparte pas un petit peu. Il n'y a pas de raison qu'elle s'effondre, il n'y a pas de raison qu'elle explose à la hausse. Donc, je suis dans le scénario comme toi, un range dont les bornes ont peut-être été déterminées à peu près. Ouais, c'est ce que je pense. Et le trigger peut-être de mouvement un peu plus tendanciel à la hausse, pour moi, ce sera la Chine, je pense. Voilà, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, la consommation, si tu vois que les Chinois ont plus confiance, que la consommation intérieure repart un petit peu, je pense que le luxe, même si on sait que les comportements ont un petit peu changé dans cette phase-là, il y a aussi un luxe chinois qui est apparu, mais je pense quand même qu'il y a toujours le prestige du luxe européen malgré tout, et malgré un peu le nationalisme parfois politique, et quand on recommande vivement aux Chinois de plus trop aller chercher, ça restera, le luxe français restera et traversera les époques. Donc je pense que les signaux de la Chine sur la consommation seront les prochains moteurs. C'est pour ça qu'il faut bien regarder ce qui se passe en Chine. Et si on a quelques signaux de mesures prises, par exemple, où tu vois même des retailers chinois dans les cours de bourse progressent, une fois que les gouvernements ont annoncé quelques mesures, si l'LVMH réagit à ça, c'est que c'est un bon signe et qu'on peut commencer à y aller à ce moment-là. Voilà. Alors c'est là où je suis, j'ai une autre vision des choses, c'est que je pense que LVMH est en panne d'acquisition. Et c'est pour moi le vrai moteur d'LVMH. C'est mon avis. Hein. Ouais. Ça n'engage que moi. Hein. Mais depuis Tiffany's, il n'y a plus grand-chose. Et à partir de ce moment-là, je trouve que LVMH était en panne. Et bon, elle l'a prouvé. Voilà, Et les chiffres donnent rien. Je vois rien dans le pipeline. Peut-être Moncler qui serait à même de racheter potentiellement, mais qui serait une belle prise entre nous. Hein. Mais j'ai le sentiment qu'LVMH se dope à l'acquisition et je vois rien. Mais oui, la Chine, si elle redémarre à fond, ils adorent le luxe. Mais je serais plus un pro Prada, tu vois. Ouais, ou Hermès aussi. Hermès, oui, bien sûr. Moi, je suis fan d'Hermès. Hein. Je suis fan d'Hermès. Parce que Hermès, effectivement, ça a corrigé aussi pour une valeur qui était en titane, jusqu'à présent, qui bougeait absolument pas. Donc, il y a quand même eu des mouvements sur Hermès, et alors moins ample que sur le VMH, mais on sent quand même que l'emprise de l'Asie sur les ventes du luxe, Hermès il a aussi été sensible un petit peu. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un pattern quand même du luxe, des valeurs françaises, moins prononcé selon les valeurs, mais quand même un pattern un peu de correction. Et je pense que ça va se stabiliser un peu au même moment et repartir un peu au même moment. Voilà, c'est un peu l'idée sur le secteur du luxe français en tout cas. Oui. Alors il y en a une dont on parle pas parce qu'on parle de luxe. Tu sais que je suis très action. L'Oréal. Personne ne pense à L'Oréal. Et puis j'en ai une que je suis fan depuis longtemps et qui a déjà prouvé pas mal de choses. C'est ici L'Or Luxottica. Ouais.
Ouais. Ouais, je suis un fan. Alors, en Italie, malgré sa baisse, moi, je suis toujours fan de Ferrari. Enfin, bref, alors, je pourrais faire le tour parce que j'en ai fait des émissions sur TV Finance Ouais. avec Non, moi, toi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a juste des- derrière moi en plus. En plus, J'en ai- hasard du calendrier, c'est Ouais. exactement ça. Tu passes toujours un petit peu avant. Et là, il y en a une que je regarde depuis quelques jours. Là, les gens ils vont être assez épatés. C'est une valeur que j'avais donnée. Tu sais que j'aime bien cette valeur-là, qui est danoise, qui est Pandora. Et Oui. Pandora, c'est ce que j'appelle un put. C'est un put au silver, quoi. C'est-à-dire que si l'argent, parce que Pandora fait des bijoux avec beaucoup d'argent dedans, et du coup, si vous regardez le mouvement de Pandora, il s'est effondré à cause de l'argent qui est monté. Et si ça se retourne dans l'autre sens, Pandora devient intéressant. Bon remarque, j'ai jamais fait attention à ce point-là, mais c'est vrai que l'aspect matière première et coût des intrants compte. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas les valeurs. Généralement, j'aime pas les actions qui sont dépendantes d'une matière première beaucoup trop importante parce que tu dépends de la matière première et je travaille pas trop les matières premières. Moi, j'ai appris une chose, c'est que je comprenais rien et que c'était compliqué. Donc du coup, je me suis totalement abstenu des matières premières. Entre nous, depuis quelques jours, je suis assez content de ne pas avoir touché à l'or et au silver. Hein. Mais après, c'est vrai que si juste pour élargir là-dessus, c'est vrai que les commodities, par contre, en termes de diversification, quelqu'un typiquement, je suis d'accord avec toi, c'est un secteur, même moi je suis pas expert, hein, je regarde quelques commodities en particulier, mais si tu regardes tous les commodities, tu peux les suivre, hein, il y a des indices comme ça, synthétiques, tu as le Bloomberg Commodity Index, tu en as d'autres aussi, tu as 3 ou 4 comme ça qui suivent les matières premières. Ils ont des allures quand même, si tu prends un indice bien diversifié, tu as un énorme bottom qui s'est formé en 2022, 2023, 2024. C'était le choc lié à l'Ukraine, Covid d'abord puis Ukraine, c'est retombé, gros bottom pendant 2-3 ans. Et là, on est seulement en train de repartir un peu de ce bottom. Donc tu vois, l'or et l'argent, ça déforme le prisme, mais si tu cumules toutes les matières premières, agri, énergie, métaux, et notamment métaux industriels, pas que précieux, là, par contre, tu as des prix qui sont assez corrects. Voilà. Et donc, je trouve que celui qui voudrait, il prend un ETF, par exemple, répliquant donc, ETF qui réplique le Bloomberg Commodity Index, t'es exposé à toutes les principales matières premières de la planète, et t'as pas de souci d'un pic ici ou là, t'es en moyenne sur toutes les comos, et je trouve que d'un point de vue historique, finalement, les comos sont pas très très chers encore aujourd'hui. Ça valait beaucoup plus cher. Tu regardes le Bloomberg Commodity Index, tu le regardes en 2006-2007 avant les subprimes, c'était beaucoup plus cher que maintenant. Donc les matières premières collectivement sont pas sur des niveaux délirants. Hein. Donc, alors moi, diversification. J'ai une position. J'ai un service payant avec des gens qui sont abonnés et je fais des visios avec eux et j'en fais une avec eux et je leur donne un avis sur les matières premières en général parce qu'ils me posent des questions sur l'or, etc. Et je leur dis, vous savez, j'ai un avis totalement inverse des spécialistes sur les matières premières qui disent tous ça va monter, l'avenir c'est des matières premières, etc. Mais je leur dis, vous savez, il y a un élément de disruption qui est absolu et qui est dans plein de métiers qui apparaissent, c'est l'IA. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un géologue dans l'étude des cartes de géologie, l'IA est en train de tout bouleverser. Et moi, je suis prêt à parier qu'on va découvrir des nouveaux filons de diverses matières premières qu'on n'aurait pas idée aujourd'hui et qui fait que je ne suis pas si convaincu que ça que les matières premières montent. Pas convaincu. C'est mon avis. Voilà. Mais je trouve que l'IA est tellement en train de bousculer plein de choses à une vitesse extraordinaire. Méfiez-vous des a priori. Enfin, c'est mon avis. Hein. Je ne sais pas si j'ai raison, mais ça me conforte dans l'idée que je ne touche pas à ça. Tout simplement. Est-ce que tu avais un actif à nous parler ou on a parlé beaucoup de luxe, hein, mais on peut continuer. On parle du luxe. Celui, par exemple, qui veut pas, ça c'est un truc dont je parle de temps en temps, qui veut pas acheter qu'une valeur de luxe, parce qu'effectivement, il a pas envie de prendre un risque spécifique sur une valeur. On le sait pas, parce que le nom de l'ETF, ou le nom de l'indice plutôt sectoriel d'abord, parce qu'avant d'être un ETF, c'est d'abord un indice sectoriel. Il y a une espèce d'indice en Europe. Alors, un nom barbare, c'est en anglais, ça va être l'Eurostock 600, Personal and Household Goods, donc personnel et ménage bien, donc voilà, traduit en français, mal traduit. Donc, le code c'est quoi? Alors c'est SXQP si je me trompe pas. SXQP, donc c'est Personal and Household Goods, Eurostock 600. Et là donc quand tu creuses la composition de cet indice, et donc qui est dérivé en ETF, aujourd'hui tous les émetteurs d'ETF proposent ce secteur-là en ETF, bien quand tu regardes, tu as toutes les boîtes du luxe dedans, LVMH, Hermès, Kering, L'Oréal, tu parlais de Moncler, tu as toutes les boîtes du luxe en Europe globalement, tu as quelques valeurs de consommation, on va dire traditionnelles, hors luxe, mais la pondération du luxe est telle, de mémoire on a du 80% quasiment de pondération. Mais c'est du luxe européen. Et c'est européen, voilà. D'accord. Et donc, pas c'est l'idée de se dire voilà, que si quelqu'un veut un ETF un peu plus spécifiquement valeur du luxe,
et pas un truc conso global, celui-ci est plutôt bien adapté, et justement tu verras que le risque est lissé. Si tu regardes un graphique sur plusieurs années, on voit que c'est beaucoup moins mouvementé. Tu veux qu'on le partage Voilà, si tu Allez, tiens, je se partage. Allez, c'est parti. Un graphique, voilà, il est plutôt en phase de consolidation depuis 2-3 ans maintenant. Et à un moment donné, on finira par sortir par le haut. Voilà, donc c'est un indice qui consolide, donc c'est typiquement bien pour ceux qui aiment bien, à accumuler, pour prendre un jargon, on va t'accumuler dans cette zone de range là depuis 2-3 ans, et puis à un moment donné, ça finira par sortir par le haut, et tout le monde sera content. Mais voilà, c'est une manière d'être exposé au luxe, sans dépendre d'une seule valeur. Voilà, il y a toujours un petit risque évidemment supplémentaire en termes d'exposition. Alors là, on est sur une zone, là, je vois en haut, là, ici, là, qui est en train de... je vais agrandir. Hop, pardon, faut que je me mette ici. On est sur une zone, là, qui est en train qui tape dans un niveau des 1130 à peu près, et on y est depuis 2021. Hein. Mais c'est pas baissier. Hein. C'est un long range. C'est un long range. Et tu vois quand même que la hausse, tu vois, s'est arrêtée en 2020-2021. Qu'est-ce qui arrête la hausse en 2021 ? C'est le début de la crise immobilière en Chine. Alors après, il y a un petit record en 2022, mais tu vois, c'est là qu'on voit sur ce lien avec mais tu vois, l'intérêt d'avoir un indice diversifié, c'est qu'il n'a pas subi une baisse pendant des années, alors que tu as des valeurs qui, depuis 2022, sont vraiment mal en point. Donc, c'est ça la diversification, c'est que tu es exposé à un beau secteur, tu peux t'ennuyer pendant 2-3 ans, mais par contre, quand tu as un range comme ça et que tu en sors par le haut, tu sais où ça va aller. Donc, toi, c'est ça l'intérêt aussi, d'accumuler dans ces zones-là tranquillement. Et si tu veux le trader, on va dire, c'est un droit de faire aussi, sur des mouvements plus dynamiques, effectivement, ce que tu veux nous dire, c'est 1130, 1150. À ce moment-là, il faut attendre que ça vienne un peu taper l'eau de la zone, et après, on cherche la sortie par le haut. Bah c'est simple, voilà, t'as donné une petite bon, alors moi je suis pas très ETF, je suis même un anti-ETF, mais bon voilà, c'est ton interview, c'est pas la mienne. Hein. Mais ouais, intéressant, j'avais pas vu, j'irai voir sa composition, on peut dire aux gens d'aller, ils vont sur Google, ils trouvent la composition, ils verront de quoi est composée la chose, mais oui, il y a eu des mouvements de baisse, mais il y a des valeurs qui sont toujours intéressantes. Hein. Moi c'est vrai que faudrait que je regarde par rapport à ce que moi je fais des pizzas, j'appelle ça des pizzas, c'est pas de l'industriel, ça n'a pas été fabriqué par l'industrie, c'est fabriqué maison, avec mes ingrédients et j'y mets ce que je veux et donc je fais mes petits ETF maison, j'appelle ça des pizzas et c'est assez rigolo parce que généralement c'est les mêmes actions que les ETF mais ça n'a pas le même goût financier à la fin parce qu'il y a des frais en moins, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais je suis un rebelle, hein, tu sais bien. Bah oui. Mais non c'est intéressant et effectivement ton analyse par rapport à la Chine effectivement il faut la regarder. Moi j'ai une valeur vraiment que je vois baisser là continuellement là qui m'interpelle vraiment et qui j'ai donné des niveaux sur ma chaîne depuis un temps, hein, c'est Ferrari. Ferrari, ça continue, ça baisse là, mais c'est juste de la valorisation, hein, parce que ça reste toujours une si tu veux jouer le côté contrarié, effectivement, moi je pense que le Ferrari, et même globalement, on peut même élargir ça au secteur auto-européen. Pour moi, c'est bien un secteur qui ne pourra pas définitivement disparaître parce que les enjeux politiques, ce sera un échec en fait même de l'Europe en tant que telle. Hein. Si tu laisses les constructeurs faire faillite, remplacés uniquement par des véhicules chinois ou autres, c'est un échec complet de la souveraineté européenne. Et c'est pour ça que je pense que les valos que tu as actuellement sur le secteur auto, tu as des Mercedes, je crois, 5 fois les bénéfices, c'est ravagé. Est-ce que tu as vu la news là sur le CO2 là, qui est d'assouplissement de l'Europe sur les normes de CO2 ? Est-ce que tu as vu la réaction des marchés sur... Complètement. Les moteurs thermiques aussi, on assouplit un peu l'échéance, etc. Évidemment que c'est des choses, je dis pas qu'il faut faire marche arrière, mais je pense que l'Europe a bien compris. Et c'est pour ça que sur la Chine, ça muscle un peu aussi le ton par rapport au prix d'entrée des véhicules chinois en Europe, parce qu'à un moment donné, tu peux pas, toi, accepter ta boîte, une zone un peu de libre-échange ou autre. Ça, c'est que ces thèmes-là, c'est des thèmes qui parlent aux gens, si tu veux, d'un point de vue politique. Et t'as des secteurs, on fait un peu ce qu'on peut, mais le secteur auto, si tu dis, telle boîte, fermeture de l'usine en Europe, plus de centres de production en Europe, elle est où ta souveraineté ? Tout le beau discours des responsables politiques que tu as eu post-Covid, post-invasion de l'Ukraine, c'est pas que la défense qu'il faut. Évidemment, la défense, il en faut largement, mais il faut aussi protéger les secteurs tech, leur permettre de croître et protéger le secteur auto. Et c'est pour ça que je dirais que les baisses du secteur auto en bourse, pour moi, c'est faut les acheter parce que c'est le pari que l'Europe ne peut pas laisser tomber ses constructeurs auto. Ce serait politiquement la fin de la zone euro, en fait. Comment tu justifies après être une zone économique qui est incapable d'avoir des unités de production sur son sol ou autre, voilà. Donc je pense qu'il y aura des bagarres commerciales peut-être qui vont apparaître à un moment donné pour préserver le secteur auto. Ou alors ça se passera par la diplomatie, la négociation, mais c'est pour ça que quand c'est très peu cher, comme c'est le cas actuellement, moi, je trouve que là, le côté contrarien ressort un peu. Il faut plutôt essayer d'en acheter que de tout bazarder. Ça fait longtemps que ça baisse. Donc voilà, maintenant, c'est peut-être le moment de commencer à en reprendre un petit peu, légèrement, mais remettre un peu d'automobile allemande dans ses portefeuilles, d'auto italienne aussi dans ses portefeuilles. Ça me paraît tout à fait judicieux. Ouais. On va dire, quand tu regardes bien, moi, je serais plutôt pro-allemand et sélectif. Hein. Je suis pas Porsche. Hein. Ça doit faire 2 ans, je dis sur TV Finance que je suis négatif. Donc...
Elle va rebondir à un moment donné, évidemment, mais non, moi je suis un pro Ferrari, et puis peut-être que s'il y avait regardé une autre action comme ça, sans trop avoir regardé, mais je pense que BMW, peut-être celle qui est intéressante à mon avis. Mercedes, je connais pas très bien, donc voilà. Mais voilà. Et les valos sont à la casse, hein. C'est des valos à la casse, donc là, normalement, il y a quand même des opérations à faire. Mais c'est vrai que les gens pensent pas des fois faire du luxe tout en étant dans l'automobile. Tu viens de combiner les deux, et voilà, deux, trois noms, les gens regarderont, ils feront leurs études eux-mêmes, mais franchement, on peut combiner deux secteurs différents, et on combine, et ça fait un truc assez sympa. Putain, c'est riche d'actions. On avait dit une seule, on a fait plein. On a fait catalogue. Ok. Alexandre, je sais que ton temps est très précieux. Une anecdote. Est-ce que tu as une anecdote à nous donner de ta petite vie Je dirais tous les souvenirs, toi, parce que ça fait presque 20 ans que je suis analyste de marché, alors pour différents brokers avant et pour IG depuis 13 ans. Moi, j'ai des souvenirs comme ça, de trucs qui m'ont marqué. Les deux qui m'ont le plus marqué d'événements, c'était le Brexit, parce que le résultat est tombé très tôt le matin ou tard dans la nuit, t'appelles ça comme tu veux. Oui, mais ça rachète. Voilà. Gap baissier, ça rachète immédiatement. Ça, mais surtout l'idée que, pour moi, je pensais que ça allait être non, que ça allait pas être voté, tu vois. Donc, c'était un vrai choc de marché en tant que tel, parce que la livre avait bougé énormément à ce moment-là. Et puis parce que tu vois, ces événements qui se produisent, tout le monde dort encore, tu vois. Toi, tu sais que le référendum, donc tu as les chaînes évidemment qui sont dessus, certaines ou autres, mais tu sais que la journée du lendemain, elle va être très spéciale. Et les élections américaines, c'est pareil. La première fois que Trump a été élu, la deuxième fois, bon, c'était plus, je dis pas probable, mais on s'attendait un peu plus. Alors, faut savoir que la première, moi, j'avais mis sur, j'étais que sur Facebook, la première élection de Trump, et j'avais vu un gars sur BFM Business, où tu passes régulièrement, hein, mais qui dit, je suis un institut de sondage particulier qui a toujours eu raison et qui est loin d'être le plus connu, et il dit non pas 54 pour Clinton et 46 pour Trump, mais il disait 51-49. Et j'avais retenu ça. Il disait c'est pas si gagné que ça. Et à un moment donné, je vois Clinton dans les autres qui commençait à baisser, et je me suis refait l'idée. J'ai dit attends, l'autre à 51-49, le Trump va gagner, et je joue Trump. Je te cache pas que je jouais sur les dérivés encore sur IG. J'étais sur IG. Très bonne idée. J'ai fait une belle nuit, très belle nuit. Et le reverse, je le prends. En plus, je fais un reverse dessus, quoi. Je rachète le gap, je le rachète. Journée. Franchement. Ah ouais, c'était énorme. C'était vraiment gigantesque. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie pour l'invitation, et puis aussi très bonne idée que tu as eue pour l'idée de l'association Solidad que tu soutiens et à laquelle tu participes. Donc, voilà, j'apporte tout mon soutien aussi à ton assos et au projet que vous avez développé avec l'association. Et ce qu'on disait avant d'enregistrer le podcast, c'est ça qu'il n'y a pas beaucoup d'associations dans le secteur du trading, des influenceurs ou autres. C'est vrai qu'on en voit un peu plus dans le gaming, ce genre de choses, mais c'est une très bonne idée d'amener ça dans la finance. C'est vrai que souvent la finance, on regarde des sujets financiers, pas autre chose, et les assos, effectivement, c'est une très bonne idée que tu as eu de mêler les deux thèmes. Très bonne idée. Moi, je te remercie Alexandre. Puis il se trouve qu'on fait pas mal de vélo. Donc les gens ont vu des petits spots là, on a passé des petits spots là, et on fait pas mal de sorties vélo, donc tu comprends pourquoi j'y suis attaché, et puis pour des raisons personnelles aussi, mais ouais, on a besoin de matériel notamment pour emmener les enfants faire juste du vélo, et les petites charrettes là qui nous permettent de les emmener sont extrêmement chères, donc si vous pouvez souscrire, et puis c'est dans la description, vous avez un lien, et puis vous avez 66% du don qui va être remboursé par le biais de la fiscalité. Alors je parle au français, et voilà, donc je te remercie Alexandre d'avoir participé à ça. Merci à toi, merci pour l'invitation, ravi d'avoir fait on en parle depuis quelques temps, donc ça y est, ça c'est fait. Ouais. Il y en aura peut-être d'autres du coup. Oui, alors j'espère que d'autres en font sur d'autres sujets, puis moi c'est peut-être que je recommencerai peut-être l'année prochaine, je sais pas. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir fou à vous interviewer, je sais pas trop si c'est une interview, mais à passer du temps avec vous. On n'a pas assez de temps ensemble, c'est ce que je dis de tous. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, les salons, tout ça, on est en mode professionnel. On a enfin passé un peu de temps ensemble, c'est cool. Ben voilà, c'est fait. Et il y en aura d'autres, sûrement. Ouais, tant mieux. Merci Alexandre. Merci, et puis bonne continuation dans tes analyses. Et bon vent aussi à ton activité et à ton association. Merci Alexandre. Allez, au revoir. Salut. Bon, c'était bien. Nickel, impec, royal. Bon, je te laisse. Tu m'as dit 45-49. Ouais, pile poil, bon timing, franchement, si tout le monde peut être aussi carré. Non, attends, l'important c'est que tu reviennes, et puis que tu prennes plaisir à venir, et puis c'est très bien, Richard. Ouais. Et je te remercie vraiment, je suis super fier. Et ma petite femme, je lui disais, aujourd'hui j'ai Alexandre. C'est ton chouchou. Je dis bah oui, c'est mon chouchou.
Voilà. Bah, c'est cool. Merci Allez, pour je te dis à ça. bientôt. C'est Puis, très cool. Ouais, bah ouais. je sais pas, sur Paris, quand je remonte, on verra. Ouais, bien. bah, à l'occasion, tu passes, on va bouffer ensemble. Bah écoute, carrément. oui, mais on se le dit à chaque fois, mais on oublie ça. Tu passes, et tu m'appelles, et puis Voilà, ça passe trop vite. Hein. C'était une interview exceptionnelle. Puis vous avez noté. Hein. Prochaine fois que je vais à Paris, on doit manger ensemble. Allez, si vous voulez continuer à regarder toutes ces interviews, vous avez ici la proposition de tout le programme, de toutes les vidéos de cette série qui s'appelle Au micro de Ricardo pour une asso. Et surtout, n'oubliez pas de faire un don. Je vous remercie tous pour avoir été jusqu'au bout de la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!